Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Au menu cette semaine, les retombées du sommet États-Unis-Afrique. Événement inédit, pour la première fois, le président Barack Obama a été l'hôte de la majorité des chefs d'État et de gouvernement africains durant 3 jours à Washington. Au menu, coopération économique et sécuritaire, le respect de la bonne gouvernance, de même que la grande crainte du moment, l'Ebola. Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci de votre fidélité à Washington Forum que vous propose la VOA. C'était donc un sommet de grande envergure, une 50aine de pays représentés, 35 présidents, 9 premiers ministres et un roi, celui du Swaziland à Washington. Le président Obama leur a offert 33 milliards de dollars d'investissement destinés au développement et à la création d'emplois. Les points saillants avec Nicolas Pinault. Un sommet historique, de nombreux discours, mais surtout des actes concrets pour le continent. C'est ce que Barack Obama voulait lors de cette rencontre. Avec une croissance prévue de 5,4% cette année, l'Afrique fait mieux que la croissance mondiale. Barack Obama a annoncé 33 milliards de dollars pour le continent sous forme d'aide publique ou d'investissements privés américains. Monsieur Obama a néanmoins insisté devant les chefs d'État. Selon lui, la croissance ne fait pas tout. Le capital, c'est une chose. Les projets et programmes de développement sont une autre. Mais l'état de droit, les réformes de régulation, la bonne gouvernance, ces choses ont même plus d'importance parce que n'importe qui devrait pouvoir commencer un business ou exporter des biens sans avoir à payer un pot de vin ou embaucher le cousin de quelqu'un. Les autorités américaines ont mis l'accent sur les opportunités économiques lors de ce sommet. Grâce à l'AGOA, 6 400 produits africains sont ainsi exportés vers le marché américain sans payer de taxes. Joe Biden, le vice-président des États-Unis, affirme que son pays veut être un partenaire à long terme pour l'Afrique. On a une chance, vous avez une chance. Vous avez la chance en Afrique de faire rimer espoir et histoire comme jamais auparavant. Nous voulons être vos partenaires. Nous voulons être dans la compétition pour conquérir vos marchés. Nous voulons être dans la compétition pour vos cœurs et vos intérêts. Mais nous voulons vous voir réussir parce que si vous réussissez, le monde entier réussira. L'administration Obama s'est bien gardée de faire la leçon aux Africains en matière de démocratie, car là aussi, les choses avancent dans le bon sens. On note que 94% des Africains aujourd'hui vivent sous des meilleurs gouvernements que 10 ans auparavant. C'est la mesure de la bonne gouvernance, donc on avance. La bonne gouvernance progresse et c'est ça la bonne nouvelle concernant l'Afrique. Les promesses de Washington seront-elles tenues par les dirigeants africains? C'est ce que souhaite ardemment le continent, surtout la jeunesse africaine qui rêve d'une Afrique plus juste. Nicolas Pinault, Washington, la Voix de l'Amérique. Merci Nicolas. Voilà, quand l'Afrique rencontre l'Amérique, l'heure maintenant d'éplucher les thèmes qui ont dominé ce sommet américano-africain. Avec moi sur ce plateau, Amadou Sy, chercheur principal à la Brookings Institution, l'un des plus anciens think tanks américains. Amadou Sy était au cadre au FMI, le Fonds monétaire international. Et à Bruxelles, Henri Désiré Nzouzi, expert en relations internationales et analyste des questions politiques. Henri, vous allez donc pouvoir nous proposer cette perspective à la fois africaine et européenne. Barack Obama a-t-il voulu démontrer par le truchement de ce sommet qu'il ne faisait pas la sourde oreille à ses détracteurs qui disent qu'il n'a pratiquement rien fait pour l'Afrique ? Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 8 ans, il était tout de même temps qu'il puisse aller à la rencontre de ces Africains, hormis le fait, bien sûr, qu'il a effectué 2 tournées, l'une en 2009 et l'autre en 2011 sur le continent africain. Cela étant, de mon point de vue, il s'agissait, en réunissant tous ces chefs d'État africains, c'était la seule réponse à la fois politique et diplomatique des États-Unis face à la montée en puissance de la Chine sur le continent, et donc il était normal, à 2 ans de la fin de son mandat, que Barack Obama prenne une initiative.
Pour le reste, eh bien, nous verrons comment les choses s'articuleront, mais ça restait pour moi un rendez-vous purement protocolaire. Alors, toutefois, ici même aux États-Unis, les républicains demeurent sceptiques. Pour Edward Royce, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, il y a eu de belles paroles, malheureusement compromises par un ordre du jour qui a court-circuité la bonne gouvernance. Le député Royce et le sénateur démocrate Robert Menendez ont rencontré les présidents Kabila, Kiir et Zuma lors de leur passage à Washington. Nous reviendrons sur ce thème un peu plus tard, mais brièvement, Henri, la bonne gouvernance a-t-elle été le parent pauvre de ce sommet? C'est le moins que l'on puisse dire, évidemment, puisque le principe de réalité s'est imposé aux participants, puisque là encore, le business était au cœur du sujet. Et d'ailleurs, ne nous y trompons pas. Dès le départ, nous savions que l'objectif principal était de resserrer les liens à la fois économiques et commerciaux entre les États-Unis et le continent africain. Quelques repères chiffrés maintenant. En 2013, les échanges de biens entre l'Afrique subsaharienne et les États-Unis ont totalisé un peu plus de 63 milliards de dollars, alors qu'en 2012, ils atteignaient plus de 72 milliards, une diminution de près de 9 milliards. Tableau diamétralement opposé pour la Chine, car ces échanges ont connu une hausse de plus de 5% sur la même période. Peut-être que nous allons voir les tableaux. Voilà, c'est là, à l'écran, totalisant 210 milliards de dollars l'année dernière. Et puis, légère baisse pour l'Union européenne dans ses échanges avec l'Afrique, de 450 milliards de dollars en 2012. Ils sont passés à 429 milliards en 2013. Le retard commercial des États-Unis est évident. Amadou, ce sommet va-t-il permettre aux Américains de se rattraper ? Bon, d'abord, Jacques, vous avez montré les chiffres du commerce et c'est vrai que la Chine est le premier partenaire commercial bilatéral des États-Unis. Mais si on regarde les investissements directs étrangers en Afrique, les États-Unis restent, avec la France d'ailleurs, le premier partenaire du continent. Et avec juste moins d'1% des investissements américains vers le monde. Donc le potentiel est énorme. Alors, sur le plan commercial, il y a bien sûr cette initiative AGOA qui a permis depuis 2000 à 2013 de tripler le commerce entre les États-Unis et l'Afrique. Justement, vous parlez de l'AGOA. Donc les deux outils clés en fait pour combler ce retard sont menacés. La fameuse loi AGOA, African Growth and Opportunity Act, qui arrive à terme l'année prochaine, et la banque Import-Export, Exim Bank, pourrait être dissoute le mois prochain. Le président Obama va-t-il pouvoir convaincre le Congrès américain de reconduire ces deux institutions? Le Congrès, qui, vous le savez, lui est plutôt hostile. Oui, il y a une certaine nervosité de la part des Africains quant au renouvellement d'AGOA qui expire en 2015. Mais quand même, à Washington, l'Afrique permet comment dirais-je, de mettre ensemble les républicains et les démocrates. C'est un des rares sujets qui permet de les mettre ensemble autour d'une table. Alors nous demeurons optimistes. À ce propos, je vous propose d'écouter le président sénégalais Macky Sall. Depuis plus de 10 ans, depuis la mise en place de l'AGOA, nous avions compris que l'avenir des relations, c'était moins l'aide que le partenariat à partir de l'investissement et du commerce. Mais il y a des obstacles. 10 ans après, 12 ans après, nous devons faire le point et donner une nouvelle dynamique à cette coopération entre l'Afrique et les États-Unis. Extrait de l'entretien d'Idrissa Sedoudia avec Macky Sall, l'intégralité sur lavoixdelamérique.com. Henri, le chef de l'État sénégalais l'a dit, l'avenir des relations, c'est moins l'aide que le partenariat. Est-il clair en Afrique que le temps de l'assistanat est révolu? Il serait temps effectivement que l'Afrique puisse effectivement se prendre en charge. D'ailleurs, on observe, et c'est un signe qui va dans le bon sens, bien évidemment, qu'il y a de plus en plus sur le continent africain des rapprochements qui se font au niveau des blocs régionaux et sous-régionaux, histoire d'atténuer un tant soit peu la dépendance à l'égard d'institutions comme l'Union européenne. Et puis il y a évidemment une volonté de s'affranchir petit à petit
cette tutelle internationale. On le voit avec les différents efforts qui sont déployés, notamment dans la résolution de certains conflits. Certes, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je pense que c'est un pas qui va dans la bonne direction. Nous allons retrouver nos invités dans un instant. Pour l'heure, la parole à quelques participants à ce sommet américano-africain. L'AGOA, c'est la possibilité donnée aux pays africains d'exporter vers les États-Unis sans barrière douanière. Ce n'est pas rien, c'est essentiel. Le marché américain, chacun sait, ce n'est pas un marché facile, c'est un marché assez difficile. Aujourd'hui, avec la globalisation, je pense que les fondamentaux sont les mêmes. Avoir de la transparence, de la bonne gouvernance, une stabilité politique, avoir donc des normes, des standards. On en parle beaucoup. Toutes les économies, pour pouvoir se développer, ont besoin de ces fondamentaux et l'Afrique de plus en plus s'inscrit dans cette dynamique. L'Afrique a changé, il y a de nouveaux équilibres, il y a une dynamique de croissance sur le continent africain. Je crois qu'aujourd'hui, on parle d'investissement, oui, mais investissement qui est bénéfice et aux Américains et aux Africains. Ce qui devrait sortir de ce forum, c'est un discours fort, un engagement américain pour qu'enfin les États africains puissent connaître une réelle démocratie. La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum, plein feu sur le sommet États-Unis-Afrique qui a pris fin mercredi à Washington. Nos invités, Amadou Sy de la Brookings Institution et le consultant diplomatique Henri-Désiré Nzouzi. D'abord, 4 commentaires Facebook. Guy-Émile Babingui de Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Ce que nous attendons de ce sommet, aide aux et suivi à la loupe des bons élèves de la vraie démocratie. Jean-Pierre Quenin de Cotonou, Bénin. Moi, je n'attends rien de ce sommet. Les problèmes que nous avons sont créés par nos présidents africains eux-mêmes. Idrissa Bari de Conakry, Guinée. Pour moi, c'est une bonne chose. Les chefs d'État africains doivent faire en sorte que la constitution de leur pays soit respectée. Et Peyton Mwabi de Lubumbashi, RD Congo. Les États-Unis doivent d'abord définir leur politique étrangère pour l'Afrique avant de vouloir rattraper leur retard par rapport à la Chine. Plus important, l'avenir de l'Afrique ne dépend pas des États-Unis, mais de nous, Africains. Alors, hormis l'économie, un autre volet du sommet, la gouvernance et le respect de la démocratie. En clair, Washington refuse notamment que certains dirigeants africains modifient leur constitution pour s'accrocher au pouvoir. Une question que Bagassi Koura a posée au président burkinabé Blaise Compaoré. Il y a que la Constitution dispose que le président du Faso, par exemple, sur une question d'intérêt national, proposer au peuple un référendum. C'est ce qui, bien sûr, fait débat. Voilà. Mais je pense qu'on ne sort pas du cadre de la République et de la démocratie. Donc le référendum aura lieu ? Je ne dis pas qu'il aura lieu, mais il est important au moins de noter qu'aujourd'hui, le débat sur la légalité de ce référendum est derrière nous. C'est-à-dire que même dans l'opposition, vous trouvez des personnes leaders qui reconnaissent que ce droit reconnu au président du Faso, ce droit reconnu surtout au peuple burkinabé, est un droit qu'on ne peut pas contourner. Toute l'interview sur lavoixdelamérique.com.
L'Afrique a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts. C'est ce qu'avait déclaré Barack Obama au Ghana en 2009 lors de son premier voyage présidentiel sur le continent. Amadou, nous l'avons vu, après la percée fulgurante de la Chine en Afrique, le nouvel angle d'attaque américain est l'économie et l'investissement. Est-ce au détriment de la bonne gouvernance qui inclut le combat contre la corruption? En principe, non. Donc, les dirigeants américains ont rappelé plusieurs fois qu'ils restaient attachés au respect de ces critères de gouvernance. Prenons l'AGOA par exemple. L'AGOA est conditionnée au respect de certaines normes. Regardez, par exemple, le Lesotho vient d'être sorti de l'AGOA à cause du non-respect du droit du travail. Et Madagascar vient d'être réintégré. Ceci dit, quelquefois, il y a des aspects sécuritaires qui restent et qui compliquent un peu les choses. Mais vous ne verrez pas les entreprises américaines faire affaire en Érythrée ou au Zimbabwe, surtout après, par exemple, cette pénalité de 9 milliards de dollars qui a été infligée à une banque européenne pour avoir fait affaire au Soudan, par exemple. Alors, il faut dire que les dirigeants d'Érythrée, du Soudan et du Zimbabwe, pointés du doigt par la communauté internationale, n'ont pas été conviés à ce sommet, mais des observateurs font remarquer que d'autres, même très critiqués par leurs compatriotes, ont été invités, à l'image de Paul Kagame du Rwanda, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Joseph Kabila de la RDC, Yoweri Museveni de l'Ouganda et Blaise Compaoré que nous venons d'entendre. Le journal burkinabé, l'Observateur Pahalga, note que la présence également d'une délégation égyptienne malgré des élections controversées et se demande si Washington a des principes quand ça l'arrange. Henri, la crédibilité de la politique américaine prônant le respect de la démocratie en Afrique risque-t-elle de prendre un coup? Je dirais que les États-Unis ont toujours eu une appréciation à géométrie variable de ces différents problèmes. Il est clair que, pour citer les pays comme le Lesotho, le Zimbabwe ou l'Érythrée, qui ne pèsent pas grand-chose sur le plan diplomatique, pour les autres pays qui ont été cités, notamment la RDC, le Rwanda, le Congo-Brazzaville et l'Ouganda, ça c'est autre chose. Cela signifie que les Américains, selon moi, ont une approche beaucoup plus pragmatique et, à mon avis, et je parie là-dessus, verront au cas par cas les situations où il serait peut-être utile de lâcher du lest et de relâcher une forme de pression pour ne pas donner effectivement l'impression que certains pays sont moins bien logés que d'autres sur cette question-là. Et je pense que c'est le pragmatisme qui va guider les États-Unis, en sachant par ailleurs que les pays que vous avez cités et les chefs d'État que vous avez cités sont très tentés par l'aventure référendaire pour se maintenir au pouvoir, au-delà bien évidemment du terme qui leur sera imparti. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que l'évolution de la situation géopolitique et stratégique dans la sous-région sera extrêmement déterminante dans le sort des uns et des autres, dès lors que chacun pourra se rendre, je dirais, utile pour des intérêts bien compris, notamment des Américains dans la sous-région. Alors, un sommet qui a été bousculé par l'inquiétante épidémie d'Ebola qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Washington s'est dit inquiet, mais Barack Obama et ses invités ont-ils adéquatement évoqué les moyens à mettre en œuvre pour endiguer la crise, Amadou? Bon, moi, je reprendrai juste la réponse que certains présidents africains ont apportée, notamment le président du Sénégal et je crois le président de la Tanzanie. À l'ère de la globalisation, une épidémie, ce n'est pas une épidémie africaine seulement. Donc, c'est vrai qu'il y a une capacité assez réduite de certains pays africains de résoudre ce problème. Et l'aide américaine est la bienvenue, l'Organisation mondiale de la santé aussi est impliquée. Donc c'est un problème global, un problème commun qu'il faudra résoudre ensemble. Au chapitre sécuritaire, les États-Unis ont-ils envoyé un signal fort lors de ce sommet concernant leur appui à la lutte contre le terrorisme sur le continent, Henri? Oui, il est évident que ce que l'on observe notamment au Nigeria ou dans la partie nord du Mali interpelle. Et bien évidemment, les Américains sont, je dirais, très attentifs à cette question pour essayer justement de faire en sorte que les Africains puissent avoir une politique cohérente en la matière. Mais il n'y a pas que le terrorisme. Vous avez des métastases dans d'autres pays qui constituent une menace, je dirais, non négligeable. Toute la question est de savoir si
les États-Unis vont, dans les prochaines années, comme ils avaient commencé à le faire visiblement, amplifier l'installation d'AFRICOM, ou s'ils vont davantage s'impliquer dans la résolution des conflits. Alors pour l'instant, force est de remarquer que ce n'est pas vraiment le cas, mais puisque les choses semblent liées et qu'il y a une volonté de pouvoir investir massivement sur le continent, la question de la sécurisation de ces investissements se posera à un moment donné, et donc forcément les deux questions seront liées. Que va changer, Amadou, cette mission sécuritaire en Afrique annoncée hier par Barack Obama pour mieux faire face, d'après lui, à des menaces communes comme le terrorisme ou le trafic d'êtres humains? D'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Henri. Tout est lié. Donc l'aspect sécuritaire est lié à l'aspect des affaires, est lié à l'aspect du respect des droits de l'homme. Mais ceci dit, je pense que c'est quand même important que les Africains eux-mêmes aient la capacité de résoudre leurs problèmes sécuritaires. Ce n'est pas facile, l'Union africaine est là, mais je pense que renforcer les capacités de réaction rapide des forces africaines, c'est très important. Parce que je pense vraiment que les armées africaines, si elles sont bien équipées, sont capables de résoudre leurs problèmes. Une centaine d'événements autonomes ont été tenus en marge de la réunion des chefs d'État. Pour un petit condensé, j'accueille Roger Muntu. Salut Roger. Salut Jacques. Alors, nous avons sillonné Washington. C'était une semaine pleine d'événements. Nous avons sillonné Washington, comme je venais de le dire, avec notre caméra. Et Jacques, beaucoup de choses à voir. Oui, plusieurs dirigeants africains ont répondu présents à l'invitation de Barack Obama. L'occasion aussi pour des centaines de manifestants de se rassembler devant le département d'État pour dénoncer certains leaders comme étant des tortionnaires. Ces Africains de la diaspora sont mobilisés contre tout changement aux révisions des constitutions. Ils venaient pour la plupart de l'Éthiopie, de la République démocratique du Congo pour manifester leur colère parce que, selon eux, la Maison-Blanche cherche à renforcer les liens économiques avec des gouvernements répressifs. Tous les Africains sont réunis pour montrer leur amertume par rapport à la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique. Ce qui nous préoccupe, c'est le viol. Le viol en termes généraux, je ne parle pas du viol seulement des femmes, le viol de la Constitution. C'est seulement au Congo que nous comprenons avec beaucoup de regrets que la loi vient avant la Constitution. Ça, c'est inadmissible. Dans un pays où chaque mandat de président qui termine, ils doivent changer la Constitution afin de permettre au président de rester au pouvoir. Toujours dans la capitale américaine, chaque année, la mairie de ville organise le Festival africain pour célébrer les diverses communautés africaines à travers l'art, la culture, l'histoire et la musique. Une semaine chargée avec les épouses des chefs d'État africains réunis autour de Michelle Obama, la première dame des États-Unis. Elle a organisé un symposium en collaboration avec Laura Bush dans les locaux du Kennedy Center. Aussi, beaucoup de leaders africains et américains étaient parmi des invités de Believe in Africa, une initiative lancée par des anciens membres du Congrès américain pour aider des jeunes Africains, sensibiliser les décideurs et mettre en évidence la montée progressive du continent. La soirée était agrémentée par plusieurs artistes, notamment l'icône de la musique congolaise, Lokwa Kanza. Comme je l'ai dit, Jacques, une semaine très mouvementée. Merci bien, Roger. Oui, donc pas mal d'événements en marge du sommet. Et là, j'aurais aimé aborder une autre question, la société civile, Amadou. Donc, il n'y a pas eu que des heureux. Pourquoi la société civile n'était pas présente? Quand même, la société civile aurait pu avoir son mot à dire. Non, je pense, Jacques, que la société civile était bien présente à Washington. La jeunesse aussi, avec l'initiative Yali, qui s'appelle maintenant Initiative Nelson Mandela. Non, moi je pense quand même que c'est une caractéristique de ce sommet. En plus des chefs d'État, il y avait la société civile, la jeunesse et le secteur privé. Et je pense que tout ça, une fois retourné en Afrique, pourra apporter quelque chose. Henri, on parlait de ces dirigeants qui étaient présents lors du sommet. On dit que donc il y a eu la présence de dirigeants en place depuis plus de 20 ans. Alors, seuls 4 dirigeants n'ont pas été invités par Washington. Quand même, ça fait poser pas mal de questions, n'est-ce pas? Oui, bon, vous savez, c'est un peu dans l'air du temps que de pointer du doigt les mauvais élèves, les bonnets d'âne. Cela étant, je crois que les États-Unis ont voulu envoyer un signal fort par rapport à cet événement. Mais ne soyons pas dupes, car
si l'exercice méritait amplement d'être tenté, l'objectif principal, me semble-t-il, c'était beaucoup plus de pouvoir rattraper un retard dans le traitement d'un dossier important, à savoir l'Afrique. On ne va pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Le taux de croissance est conséquent. Il y a des zones de prospérité où il est bon d'avoir de l'espoir. Il y a des zones qui sont beaucoup moins, je dirais, en mesure d'être pacifiées. Pour autant, cet exercice méritait d'être tenté, au moins pour que les présidents africains puissent aller à la rencontre d'Obama, puisqu'il ne leur a pas consacré beaucoup de temps en 8 ans, c'est le moins que l'on puisse dire. Si je puis juste revenir sur ce qui a été dit par rapport à la société civile, il faut dire que bien que représentée, elle a néanmoins formulé ses craintes par rapport aux retombées, ou en tout cas à ce qu'il pouvait être attendu de cet événement, puisque généralement dans ce genre de cénacle, ce sont des florilèges de bonnes intentions et un catalogue de promesses qui souvent reste sans lendemain compte tenu, comme je l'ai dit au début, du caractère protocolaire de cet événement. Alors que répondez-vous à ces gens qui disent, ces voix africaines qui disent que l'intérêt de Barack Obama pour l'Afrique arrive bien tard dans son deuxième mandat? Parce que, donc, ils ajoutent, depuis sa première élection en 2008, le premier président américain à avoir des origines africaines ne s'est rendu que 4 fois en Afrique et se focalise principalement sur l'Asie, Amadou. Mais il faut rappeler quand même que pendant son premier mandat, le président Obama a dû faire face à la crise financière la plus importante depuis 1929, depuis la Grande Dépression. L'agenda domestique était quand même important. Et si ce n'était pas résolu, on aurait eu des effets dans le reste du monde. Ceci dit, ce sommet, c'est une reconnaissance aussi que l'Afrique est en train de changer. On a vu les taux de croissance, on a vu la classe moyenne africaine qui est en train de croître, on a vu le succès de la téléphonie mobile et bien sûr on voit la Chine avec son succès commercial. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est que les Africains eux-mêmes soient préparés à bien préserver leurs intérêts maintenant qu'ils ont beaucoup d'amis. J'aurais aimé revenir à cette conférence de presse de Barack Obama mercredi, donc pour parler des conclusions du sommet. Alors, il y a des commentateurs qui disent que ce sommet n'aura pas forcément réussi à changer la donne. Lors de cette conférence de presse, Barack Obama a répondu à des questions sur l'Ukraine, sur la politique intérieure américaine, et à seulement 2 questions sur l'Afrique. Henri, quelque part, est-ce révoltant quand on entend des choses pareilles? Non, je ne dirais pas révoltant. Disons simplement les choses. Ce sommet États-Unis-Afrique a été parasité par l'actualité internationale. Voilà, simplement. Maintenant, bon, je pense que les chefs d'État qui se sont déplacés l'ont fait de bon cœur. On peut peut-être effectivement regretter la proportion infime qui a été accordée à ces dossiers-là. Mais je crois qu'encore une fois, il faut que nous soyons indulgents d'une certaine manière. C'était la première fois, à 2 ans de la fin du mandat, une manière de remettre un peu les pendules à l'heure et de placer d'une certaine manière les Africains devant leurs responsabilités, parce que nous avions le sommet Union européenne-Afrique, Chine-Afrique, maintenant nous avons même Japon-Afrique, Inde-Afrique, maintenant États-Unis. Et moi j'aimerais bien qu'il y ait un sommet Afrique-Afrique, parce que effectivement c'est aux Africains de résoudre leurs problèmes, et je pense que là pour le coup ce serait déjà un signe tangible d'une volonté manifeste de se saisir de manière extrêmement cohérente de ses propres problèmes. Voilà, pourquoi pas une belle idée, sommet Afrique-Afrique. En 2 mots pour terminer, oui. Amadou, d'après vous, quelles devront être les retombées concrètes de ce sommet? D'abord, je crois qu'il y a eu une promesse de plus de 33 milliards de dollars qui inclut le secteur privé africain. On a vu des gens comme Dangote, Tony Elumelu, qui font partie quand même de ces 33 milliards. Et il faut assurer le suivi. Le suivi, voilà. Le mot est dit. Merci à nos invités à Bruxelles, l'expert en relations internationales, Henri-Désiré Nzouzi et Amadou Sy de la Brookings Institution à Washington. Comme d'hab, mon petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue mes confrères de la radio-télé Mwangaza au Congo-Kinshasa. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Une fois encore cette semaine, c'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. I'm Peggy Chang, host of Cultural Odyssey. This is VOA.